Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la réparation de mon plateau circulaire. Il a du jeu au niveau radial et on va essayer de faire un frettage pour rattraper ce jeu-là parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de le faire sur existant. Donc il faut rebaguer. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les méthodes que j'emploie pour réaliser tout ça et voir un petit peu les instruments de mesure qu'on utilise, etc. pour améliorer l'ensemble. Avant de commencer, je tiens un petit peu à préciser que ça faisait un certain nombre de mois que je n'avais pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'avais pas forcément la motivation de faire ça, pas forcément de travaux intéressants à expliquer. Et donc là, j'ai trouvé l'opportunité de faire ça, donc je vais essayer de rattacher tous les wagons à faire cette vidéo. Il y a beaucoup de personnes que je remercie qui ont pris, voilà, on va dire des nouvelles, demandant pourquoi je faisais plus de vidéos, tout simplement parce que j'avais plus la motivation. Après voilà, YouTube, c'est pas forcément, le moyen souhaité pour faire des vidéos, surtout que ça, voilà, ça prend du temps et cetera et puis bon, vous mettre de la publicité sur vos vidéos, tout ça, vous touchez rien, donc c'est vrai que c'est pas c'est pas forcément motivant, même si, j'adore expliquer, voilà, les travaux que je fais, hein. Mais voilà, vous avez beau aimer ça, quand vous avez, voilà, quand vous fait un petit peu de bénéfice sur votre dos, c'est pas toujours, appréciable, même si je suis pas une chaîne avec des centaines de milliers d'abonnés. Mais pour le peu que j'en ai, je vous remercie énormément de continuer à suivre les vidéos et ça me fait bien sûr énormément plaisir. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est à brider le plateau et donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là qui a du jeu. Ici, je plaque sur un cône. J'ai blanchi cette surface avec une tête à alésé, automatique bien sûr, pour avoir une surface parfaitement d'aplomb avec la table. Serrer très modérément les brides pour éviter de déformer l'ensemble. Bien sûr, il faut bien dégauchir sa tête de fraisage pour avoir un résultat optimal, pour éviter d'avoir des surfaces toutes biscornues et qui soient liées à aucune autre. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours dégauchir sa tête de fraisage avant d'effectuer des travaux de précision. Donc voilà, donc il va falloir enlever, j'ai un petit peu de marge ici, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Et donc il va falloir enlever environ 2,5 de chaque côté, donc 5 millimètres pour avoir une bonne bague. Mais moi ici je ne vais pas rebaguer là, je vais baguer sur le plateau directement. Ici on a une encoche pour faire passer le lardon de serrage qui est, voilà, d'où vient mon problème, puisque quand je serrais le lardon, ma table basculait d'un côté et en fait quand vous centrez au milieu, bah, vous avez 4-5 centièmes qui bougent. Certains vont dire que c'est pas grand chose, mais certaines fois c'est bien assez, surtout quand vous revenez avec une fraise sur une partie que vous avez fraisée, vous venez, vous avez fait votre plus gros en opposition, vous voulez prendre une petite finition en avalant et la fraise avale complètement le plateau et ça peut être très dangereux. Donc il faut éviter ça. Donc j'ai commencé le chantier ici et donc je vais vous montrer le bagage. Donc voilà comment se présente le plateau. Et donc ici, nous on va coller la bague à ce niveau-là. Donc comme vous pouvez le voir, je ne peux pas enlever énormément de matière. Il y a des trous qui viennent recevoir en fait la plaque qui maintient le jeu axial de l'ensemble. Donc je peux pas enlever plus que ça, donc c'est pour ça qu'il va falloir enlever sur la cuirasse l'autre côté là-bas, qui est montée sur la fraiseuse. Donc là je vais juste blanchir, on va dire 2 millimètres, et puis 3 millimètres ou 2,5 l'autre côté, pour avoir un résultat à peu près, avoir une bague qui se tient. Et donc voilà le lardon que je vous parlais, donc on peut voir même le rayon, hein, il est pas bon. Donc avant de commencer l'usinage, petite prise de cote, étalonnage des outils de mesure. Donc diamètre du plateau, je suis à 99,9. Et diamètre de l'alésage, je suis à 99,95. Donc je retrouve bien mes 4-5 centièmes de jeu que j'avais sur mon quand je fais mes usinages avec. Donc c'est
C'est trop, hein, tout simplement. C'est bien trop pour faire des usinages corrects. Et donc je vais vous montrer maintenant avec quoi j'ai pris la mesure. Alors pour prendre la mesure, c'est pas compliqué. J'ai pris un palmeur que je viens étalonner avec sa cale étalon, hein. Donc ici un 100 millimètres. Donc je suis un peu en dessous, mais bon, ça passe. Et ensuite, une fois que celui-là est pris, j'ai pris ma mesure sur mon plateau, je la note sur mon bout de papier. Et ensuite, je prends un alésomètre, donc ici qu'on peut voir difficilement en entier. Voilà. Et donc en fait, vous avez un guide centreur à ce niveau-là, plus la touche qui est reliée dans le canon au comparateur. Alors c'est un instrument de mesure qui est très simple, mais qui est rudement efficace. Et donc ça, vous mettez là-dedans, vous tournez votre comparateur pour retrouver à 0. Donc pour venir prendre une mesure, j'insère ici en appuyant sur la partie mobile à ce niveau-là. Je vais vous montrer ça de plus près. Et je viens faire basculer mon alésomètre pour trouver, on va dire, le point le plus haut. Donc ici, par exemple, 93. Donc là, je me suis centré sur le cône, puis c'est ce qui reste, mais il a de l'usure, il a 5 centièmes d'ovalisation aussi. Donc voilà, c'est pas évident de trouver le bon compromis, d'ajuster le réglage comme on voudrait, balancer de chaque côté. Montage de la tête à alésé, donc j'ai monté un grain en acier rapide, en outil là, parce que j'ai le trou. D'ailleurs, on le voit un petit peu. Donc ça va me faire un travail au choc. Et donc le carbure, j'en ai pas avec de gros rayons qui se montent là-dedans, pour résister au choc. Donc je préfère aller au plus rapide. Donc c'est le cas de dire, en acier rapide pour éviter la cassure d'une plaquette. Donc je vais aller au diamètre 106, ici agrandir à 106, et je vais réduire le plateau à 96. Donc ça va me faire 10 mm, et donc ça va me faire une bague de 5 mm de chaque côté. Donc ça va être, c'est ce qu'il faut. En dessous, ça devient un petit peu compliqué d'avoir de la précision. Voilà, 5 mm de côté, pour vous donner une idée, ça va me faire une bague, voilà. Ça va déjà faire une bonne bague. Donc là, j'ai monté l'outil, je l'ai réglé pile dans l'axe du coulisseau pour être à hauteur de pointe. Je vais tourner à 160 tours, on va voir comment ça réagit. Je vais tangenter en tenant ici l'anneau. Donc on y va. Donc là, j'ai tangenté. Et donc, ce que j'aime bien sur cette tête-là, c'est qu'on peut mettre le vernis à 0. On est reparti. Donc c'est de la fonte, ça s'usine bien.
Alors ici, il me reste une passe à faire de 0,25. Et donc, voilà un petit peu. Alors, c'est pas évident de tout faire à la main. Et donc là, je serai à 75. Donc, je vais prendre la dernière passe au comparateur. Parce que j'aime bien le faire. C'est plus précis qu'au vernier malgré tout. Et voilà, je me décale. Je décale ma tête pour arriver à prendre ma mesure. Donc, c'est une technique qui marche. Et puis, l'avantage, vu que vous avez un évidement à cet endroit-là, c'est que vous arrêtez votre tête juste dans le trou ici, le creux, l'outil juste dans le creux. Et puis, vous descendez votre table et tout est joué. J'ai pris mon restant au comparateur, sachant que la cote ici n'est pas très importante pour l'instant, puisque je vais ajuster ma bague par rapport à cette cote-là. Donc celle-là, je vais la finir et c'est terminé. Je vais ajuster par rapport à l'extérieur. Beaucoup plus simple. Donc j'ai terminé l'alésage, j'obtiens 105,99. Et donc j'ai juste à ajuster ma bague après par rapport à ce diamètre-là. Donc j'ai bien regardé, on ne fait pas d'ovale. Parce que le problème qui peut se passer avec ce type d'engin-là, ça fonctionne si par vous tournez une certaine vitesse et plus vous allez par là, plus vous allez obtenir un phénomène d'excentration avec la force centrifuge du coulisseau qui va vouloir toujours aller par là-bas. Donc ce qu'on peut faire, une première option, c'est réduire la vitesse. Bon, au carbure, des fois, c'est pas forcément évident, ça fait des finis pas très bien, et puis les cotes s'obtiennent très mal. Donc une des solutions, c'est de mettre ici, vous avez plusieurs alésages pour mettre des outils, tout dépend où on se place. Et donc une des solutions, c'est tout simplement mettre des maslottes à l'intérieur ici, mettre des petits ronds en étiré pour compenser en fait le porte-à-faux du coulisseau. Donc c'est une technique qui fonctionne bien. On fait ça aussi sur les tours. Donc même combat, j'ai bridé le plateau directement sur la table, bien pierré les deux surfaces pour éviter les jetons. En 4 brides, serré modérément, ça sert à rien de surserrer les brides, ça sert à rien. Si la pièce doit partir, elle partira. Si elle part, c'est qu'elle n'est pas arrêtée dans un axe. Ici, je vais faire en gros du tournage, donc normalement, il n'y a pas de risque. Moins en tout cas. Et donc là, je me suis centré, pareil, sur le tourillon ici, dans le centième. Cette partie-là est relativement propre. Je dirais même qu'elle est plutôt cylindrique, elle est très peu usée. Donc, je vais monter ma tête à lésée et on va charioter avec l'outil qui pointe dans ce sens-là. Alors, nous voilà prêts à exécuter l'usinage. Il a fallu que je change de tête à alésée, car celle que j'ai utilisée avant, elle est le trou transversal ici, parallèle à l'axe du coulisseau, est légèrement pentu comme ça, d'un angle. Et donc en fait, quand vous utilisez un outil carbure, que ce soit celui-ci ou un autre, et bien vous avez une des dépouilles qui est tronquée, donc vous ne pouvez pas aller dans les coins comme je vais faire là dans un épaulement. Donc il a fallu que je modifie un porte-outil, donc là ça a l'air d'aller, j'ai de la course, une grande partie du coulisseau est en prise, donc tout le poids reste vers le centre, donc ça devrait aller, on ne tourne pas très vite. Donc je ne vais pas filmer en entier, hein. Je vais juste vous montrer quelques images. Donc la cote visée c'est diamètre 96, là je suis à 96,6. Donc il me resterait deux passes de 3 dixièmes à enlever. Alors le trait il est juste là. Donc là je suis à 25. Donc on va prendre, dans quel sens on est, 3 dixièmes. Donc c'est gradué au rayon. Donc on prend un 5. Donc 1 et 5. Et après je prendrai la dernière passe au comparateur pour être sûr de ma valeur.
Donc j'ai fini l'alésage. On a réussi à avoir 96 piles, donc c'est bien. Et bon, l'état de surface est un peu rugueux, mais tant mieux, j'ai envie de dire, puisque comme ça, il y aura un petit peu plus de creux pour laisser passer la colle entre la bague et cette pièce. Donc c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir des fois un fini un peu plus rugueux que d'avoir un fini ultra lisse, poli. Ça tiendra bien mieux si c'est rugueux. Donc là, on va inverser nos morts pour prendre l'ébauche. Donc là, je vais ébaucher l'extérieur, finir l'intérieur pour ajuster sur le bossage qu'on vient de tourner sur la fraiseuse. Et je vais juste avoir assez de longueur pour pouvoir tronçonner correctement, sans être trop perturbé. Bien sûr, avant de commencer tout usinage sur une machine, on graisse, hein, vous voyez ce que ça fait? On graisse bien toutes les coulisses. Il y en a pour qui les coulisses sont très dures, moi c'est pas mon cas. Petite astuce, en tournage, quand vous utilisez de la flotte, ça a tendance à en mettre de partout. Donc si vous avez, moi j'ai une petite presse à tablier, petite plieuse à tablier, pardon. Donc pour faire quelques carters, c'est bien pratique. Et donc je m'étais fait ça quand j'ai eu le tour, et en fait on va dire 90% de l'arrosage est contenu dans la machine. En plus j'ai ça qui vient contre, donc voilà. Donc c'est vraiment intéressant, plus le capot du mandrin qui est levé actuellement. Donc c'est très intéressant d'avoir ces petits carters quand vous utilisez la flotte. Même ici, quand vous chariotez, des fois, ça protège votre main contre des copeaux. Sur les cases neuves, c'est ici. Le copeau, il vient sur votre levier d'avance et vous brûlez aussi. Donc c'est les joies du traditionnel. C'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'on y remédie en faisant des petits carters et en modifiant nos machines à nos souhaits. Bon, j'en ai pas usiné souvent ici, mais bon, il s'avère que mes géométries de plaquettes ont l'air de pas trop mal aller dans ces aciers ces aciers doux là. On va voir, hein, ça tente de fragmenter, mais voilà. Les aciers pauvres en carbone, c'est comme ça que ça s'usine. C'est relativement pénible, et puis il y a des fois, ça va faire des longs fils si vous n'avez pas les bons paramètres. Il faut vraiment forcer sur la pièce pour réussir à faire un copeau à peu près décent. Et encore, c'est pas... Voilà, c'est pas génial.
voyez, ça c'est le type de copeaux de merde que ça fait même en ébauche. Donc c'est vraiment pas agréable à travailler comme matière, puis ça se déforme, ça chauffe. Puis même dans le bac, on a des vieux filins alors qu'on est en ébauche. En finition, ça fait un fini qui est pas mauvais, mais ça reste quand même, voilà, c'est pas du tout agréable à travailler. Donc là, il me reste, je suis à 95,46 pour 96,01,02 à peu près. Je suis pas au centième puisqu'on reprend derrière. Et voilà, donc là, ici j'ai laissé 1 mm au diamètre, donc ça devrait bien se passer. Puis après, tronçonnage. Donc là maintenant c'est là qu'on rigole, tronçonnage. Donc j'ai mis un 0, je rattrape à la genre de plaquette et je vais à ma cote. Donc là c'est fin chez fin. Je vais tomber un rapport. Ah oui, c'est vraiment fin. Alors c'est dangereux parce que s'il y a un copeau qui passe entre l'aimant et l'outil, ça pourrait bien me le péter. On verra bien. Donc j'ai un bout de bois ou un bout de bâton pour la rattraper. Je suis pas assez loin, allé assez loin avec mon outil, donc je suis juste tenu par la bavure. Donc là, ce qu'il va s'agir de faire, c'est venir piquer la bavure avec un outil à léser. Il n'y a pas grand chose à enlever. Pareil, on se méfie tout le temps, toujours. Et voilà. Là, on a notre pièce. Dernière chose, petite astuce, comme vous avez pu le voir, je suis parti d'un brut qui est relativement épais, en paroi, tout simplement pour éviter la déformation des mors, parce que, croyez-le ou non, en fait, quand vous serrez une pièce de ce type-là, plus ça va être fin, plus ça va être amplifié, et bien en fait, ici, vous allez écraser la matière, et là, elle va gonfler, en fait. Et quand vous allez tronçonner votre pièce, toute la tension qu'il y a dans le brut, dans le serrage, il y a une partie résiduelle donc c'est vraiment pas évident à quantifier si vous voulez, mais il y a une partie de cet effort de serrage qui va être relâchée dans votre pièce et elle va être déformée. Et si vous passez votre pièce dans des machines un peu de métrologie spéciale, vous allez voir le résidu des 3 morts, en fait, où il y avait vos 3 morts. Donc c'est tout un tas de choses à prendre en considération, parce que là, ici, j'ai contrôlé à l'ésomètre. J'ai 2 centièmes de défaut de cylindricité, voilà, de pas rond. Et pour ça, ça va aller, mais pour certaines pièces, et ben, c'est limite. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Surtout quand la pièce n'est pas reprise après tronçonnage. Ici, je vais être pris, donc c'est très bien. Mais si la pièce n'est pas reprise, c'est pas forcément bon.
Ce que j'aime bien faire aussi, c'est utiliser des espèces d'éponges à poncer comme ça là. Puis venir avec enlever les plus gros des bavures. Voilà, je trouve que ça fonctionne bien. Vous avez plus de bavure, c'est nickel. Donc là, on va pouvoir installer notre bague. Donc on vérifie bien que tout est propre, tout est dégraissé parfaitement pour éviter tout un tas de problèmes. Et puis donc là, je suis en train de mettre un petit coup de sel roulement. Je ne vais pas énoncer le nom du produit magique, c'est 603 la référence que j'utilise là. Et donc on badigeonne ça comme il faut. Donc il n'y a pas besoin d'une forte voilà, une forte couche, hein. Voilà, ça se présente comme ça. Et donc avec ça, vous pouvez par exemple sceller des roulements qui ont pris un tout petit peu de jeu ou autre. On va dire que ça sauve la mise, mais on peut faire plein d'autres choses avec ça. Donc c'est un produit qui n'est pas donné, mais honnêtement, j'en passe pas souvent. Et c'est bien pratique d'avoir ça chez soi. Donc là, je prépare un jet. Je me souviens plus où je l'ai mis, il est là. Au cas où que ça coince. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps avant la prise du produit. Voilà. Là, on est pas mal. Et là, il a déjà pris. Parce que ce qu'il y a aussi, ce qui a tendance à faire, c'est que la colle, elle a tendance à faire remonter un petit peu les bagues. Bon, c'est pas dramatique, mais il y a des fois, si vous voulez pas retoucher la longueur ou autre, ça peut vous jouer des tours. Donc là, je vais laisser ça sécher 5 minutes, hein, ça prend très vite. Et puis après, on repasse à l'usinage. Dernière passe, on va croiser les doigts. J'ai visé 99. Entre 98 et 99. Je suis en fin de passe et donc là, pour éviter de rayer la pièce en remontant, je mets un petit décalage avec la table que je remets tout de suite à 0 sur la visu ou sur le vernier, n'importe, en rattrapant en mode jeu bien sûr, pour pas rattaquer d'un côté plus d'un côté que de l'autre. Ce serait dommage s'il fallait reprendre une passe. Donc on va mesurer ça. Alors là, je vais venir dresser en tenant l'anneau molleté. Voilà, pour mettre à épaisseur. Voilà, je lâche l'anneau quand je veux briser mon copeau. J'avance à peu près 5 centièmes par tour. L'avance est réglable, je crois qu'il y en a 3. Dernière opération, un petit chanfrein.
nickel. Alors maintenant, nettoyage du chantier, et on va faire un petit essai. Donc on va procéder à la rencontre des deux pièces. Donc j'ai graissé un peu les surfaces, pas trop parce que j'y reste encore des copeaux de fonte. J'ai pas, j'ai pas vraiment tout dégraissé pour l'instant. Juste j'avais un POC qui m'interpellait. Donc ça c'est pas de Saint-Léger non plus. Là je suis dedans. Alors j'ai remis une petite pièce en bronze. J'ai pas mis le coin d'origine parce qu'il est maintenant trop grand, donc il va falloir que je réusine correctement le rayon. Tant mieux de toute façon parce qu'il épousait très mal la forme avant. Et donc là, j'ai mis le. Donc, je vais faire un blocage, simuler un blocage. Et là je suis parfaitement en serré, hein. Je peux plus tourner le plateau. Là je suis absolument serré et vous voyez que l'aiguille n'a pas bougé. Et là, si je mets mes deux mains, voilà. Donc l'aiguille ne bouge absolument pas, donc ça me fait vraiment, bien sûr, ça me fait plaisir de voir ça parce que c'est vrai que j'ai quand même déjà bien merdé avec ce plateau en l'utilisant. Et là, je vois que ça fonctionne bien. Donc voilà, la vidéo s'achève. Je remercie tout le monde d'avoir regardé. Je remercie également toutes les personnes qui souhaitaient avoir une nouvelle vidéo, euh, qui m'en ont fait part. Ça me fait bien sûr énormément plaisir. Toutes les personnes qui attendaient cette vidéo, une nouvelle vidéo. Donc merci à eux. Et donc voilà, donc j'espère vous avoir montré un petit peu de réparation, dépannage, voilà, intéressant. Et voilà, c'est pas fini pour ce plateau diviseur. Il me reste encore quelques travaux que je voudrais faire, notamment mettre un plateau à trous pour pouvoir utiliser un alidade, parce qu'ici j'ai qu'un vernier et c'est pas très pratique. Et autre chose qui est pas pratique, c'est son ratio, il est au 1,45e. Alors c'est vraiment pas pratique du tout. Je préférais le mettre au 1,90e, donc il faut que je réduise son ratio. Donc je vais étudier comment je peux faire ça. Et puis voilà, je pense que je prendrai quelques vidéos au fur et à mesure et puis les rabooter, peut-être essayer de faire quelque chose comme ça par la suite parce que c'est pas quelque chose que je vais faire dans l'immédiat. Mon plateau, voilà, je vais le remonter, je vais voir un petit peu ce que je peux faire, étudier, y tracer et voir ce que je peux faire, trouver comme solution. Donc en attendant, je tiens à vous remercier. Merci à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a un petit peu aidé dans vos réparations et vos bricoles, c'est ce que je souhaite. Donc merci à tous et à très vite.